C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les résultats d'une étude sur la construction des villages modèles ont été présentés ce mardi par le Fonds national d'investissement communal phonique. D'après ces résultats, ces villages présenteront plusieurs avantages. Vous aurez les détails dans cette édition et l'interdiction de commémorer les victimes des violences de masse à certains groupes de victimes entraînerait des crises de division dans la société. Et les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par cette page société, l'interdiction de commémorer les victimes de violences de masse à certains groupes de victimes peut entraîner des crises de division dans la société. Et l'une des conséquences directes de cette interdiction de commémoration serait la prolifération des messages de haine, ce qui est un grand risque pour la reprise des violences. Suivez plutôt à ce propos les explications du professeur Jean Bosco Harelimana, expert en justice transitionnelle. Le risque de prolifération des messages de haine est que quand les groupes, les communautés, les ménages commémorent de façon à leur manière, ils racontent des histoires. Ils font la narration de ce qui s'est passé. Ils reviennent sur des événements. Et ils parlent à qui? Ils parlent à eux-mêmes, ils parlent à leurs proches, à leur progéniture, aux jeunes. Et c'est justement pendant la période d'adolescence que les jeunes apprennent à forger leur identité, apprennent à comprendre qu'ils n'existent pas comme une seule personne, mais qu'il appartient à un groupe, à une identité. Et que, en écoutant alors ces histoires que l'on raconte dans les cérémonies, dans les commémorations, en fonction de ce qui est dit, surtout quand il pointait du doigt un autre groupe, et avec des mots forts, ça peut générer des messages de haine. Et il n'est pas anodin que des groupes peuvent devenir antagonistes suite à des commémorations. Surtout quand la commémoration n'a pas le même poids social, le même poids politique, la même perception dans l'opinion communautaire nationale. Le Fonds d'investissement communal, le Fonds national d'investissement communal phonique, a présenté les résultats d'une étude sur la construction des villages modèles. C'était ce mardi devant les représentants des agences du système des Nations Unies. Et à ce propos, certains représentants des agences du système des Nations Unies au Burundi ont présenté quelques inquiétudes quant aux critères de choix des vulnérables qui seront placés dans ces villages modèles. Le ministre de l'Intérieur tranquillise, il n'y aura pas de favoritisme. Les gens qui seront mis dans ces villages devront plutôt présenter les critères. Reportage d'Arthur Kawabouchi. Ces inquiétudes qui ont été soulevées par les représentants des agences du système des Nations Unies sont dues au rapport du phonique sur les critères de choix des bénéficiaires de ce programme. Cette dame représente le HCR. Elle est revenue sur les critères de choix qui devront être validés par la population. S'il n'y a pas une validation publique, que les critères soient validés au niveau de la sous-colline et de la colline par l'administration locale décentralisée déconcentrée, partagée par les habitants de la colline, de la sous-colline, et on leur demande eux-mêmes d'aller choisir, basé sur les critères validés publiquement. Une fois qu'ils font ce travail d'identification elles-mêmes, les populations, on revient en public pour valider. Je le dis par expérience parce que on fait ce travail-là, au finish, les listes qui vont aller là où se prennent les décisions,
ont été changés. Cette autre dame représente le World Vision. Elle a montré que s'appuyer sur la définition du mot vulnérable risque de créer des frustrations. Eux-mêmes d'aller choisir, basé sur les critères validés publiquement. Une fois qu'ils font ce travail d'identification elle-même de la population, on revient en public pour valider. Je le dis par expérience parce que on fait ce travail-là, au finish, les listes qui vont aller là où se prennent les décisions ont été changées. Le ministre de l'Intérieur, Gervin Dirakobucha, leur tranquillise. Je voulais prendre cette occasion pour rassurer nos partenaires techniques et financiers que le gouvernement continuera à collaborer avec nos partenaires pour que le choix des critères des gens qui vont bénéficier de ce programme soit réellement les plus nécessités. Je tranquillise tout le monde qu'il n'y aura pas de gens qui seront déplacés de telle province à l'autre province parce que le gouvernement est ici pour que ce programme réussisse et que la population soit installée tout près de leurs propriétés. Ces villages modèles seront construits au niveau des collines, communes et provinces. Les tambourinaires de Guichora disaient être étonnés d'avoir été interdit d'accompagner le président de la République à Dubaï comme c'était prévu. Le président des tambourinaires Oscar Chimilimana dit avoir dépensé plus de 4 millions pour la recherche des documents. Il qualifie cela comme une sorte de tricherie car un autre groupe a été privilégié à leur place. Suivez-le. Twumvise ubushikiranganji butubarira turondere ubushikiranganji nyene bwo kwaruka inkino n'imico kama. Le ministère en charge de la culture nous avait cherché et nous a informé qu'il faut chercher les documents de voyage pour accompagner le président de la République. Heureusement, quelques jours après, on a eu tous les papiers et ils nous ont dit d'attendre qu'ils nous indiqueront le jour d'aller faire le dépistage de la COVID-19. Mais en vain. On était déjà au courant de ce voyage car le président lui-même nous a cherché et a confié ce travail au ministère. On devrait voyager aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Le directeur général nous a appelés et informé qu'on ne peut plus voyager. Il nous a expliqué que nous avons tardé à faire le test de la COVID-19. Ça nous a choqués car on avait déjà dépensé 4 950 000 francs burundais. Au total, on était à 12. Nous avons manqué quoi dire. Nous demandons aux différents intervenants dans le domaine de la culture de suivre de près cette question de tricherie observée dans ce secteur. Nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. C'est le même cas chez les tambourinaires de Bujumbura. Lors des compétitions, ces classés premiers peuvent rester et privilégier un groupe qui a donné une corruption. On a déjà soumis cette question au ministre. Lui aussi, il a été étonné qu'ils ont passé outre la recommandation du président de la République. Nous avons contacté le ministère de la Culture pour avoir des éclaircissements à ce propos, mais ils nous ont indiqué qu'ils ne sont pas en charge plutôt de ce dossier, que c'est plutôt le ministère du Commerce qui s'en occupe. Et au ministère du Commerce, ils nous ont affirmé que ceux qui sont en charge de ce dossier sont allés à Dubaï pour l'Expo 2020-2021. Et continuons ce journal par cette page internationale. La France a restitué mardi 9 novembre au Bénin 26 œuvres de trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales et conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly. Cette cérémonie solennelle marque la dernière étape d'un processus inédit entamé avec la promesse faite en 2017 par Emmanuel Macron de procéder à des restitutions du patrimoine africain et en France. Images et commentaires de nos 24. Un dernier coup d'œil. Là, il s'agit d'une statue très très fragile. Pour vérifier que la statue du roi Guesso est prête au voyage. Là, elle ne va pas avancer, là-bas non plus, elle ne peut pas non plus sauter, elle est prise là, elle est prise là.
On est quand même impatient de rentrer au Bénin pour que le peuple nous accueille avec la liesse populaire. Ouais, tout le monde les attend. Mais avant cela, il faut les préparer pour le transport. Et avant que chaque pièce ne soit mise en caisse, les conservateurs béninois, venus spécialement pour l'occasion, signent comme il se doit un constat d'état. Comme ça, on est tous d'accord dans quel état on vous les rend. Oui. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Et vous nous direz quand vous les aurez installés chez vous. Voilà. Ça sera ça. Merci. Vous nous enverrez des photos. Oui, on vous enverra des photos. Pour la majorité des pièces, l'opération se fait avec précaution, mais rapidement. Puis vient le tour de cette statue anthropomorphe représentant le roi Guézo. La spécificité de cette œuvre, c'est qu'elle a un tenon. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'elle est très très lourde. C'est un bois extrêmement dense. Et il y a de multiples éléments métalliques qui en font quelque chose de très difficile à manipuler. Et il va falloir lever la statue, l'extraire de son socle pour la mettre en caisse. Une opération délicate suivie avec attention par les conservateurs béninois. Si on le met trop fixement, les secousses vont faire bouger le bras. Et c'est là que ça me... Les 26 œuvres sont prêtes pour leur dernier voyage. Une cérémonie nationale est prévue la semaine prochaine au Bénin pour célébrer leur retour. Quittons Paris pour nous rendre à Kigali, la capitale du Rwanda. Kigali s'est dotée de pistes cyclables et de vélos en libre service pour promouvoir la mobilité verte. Images et commentaires. Depuis que des pistes cyclables longent les principales routes de Kigali, Placide s'est mis à pédaler. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite, car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. 80 vélos ont été mis en libre service par la start-up Gura Ride le 9 septembre dernier à travers Kigali. Pour encourager leur usage, elle les met gratuitement à disposition l'espace de 2 mois. À terme, les utiliser ne devrait pas être plus coûteux qu'un trajet en taxi-moto. Bonjour, comment s'est passé votre trajet? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Journée sans voiture, moto électrique, le gouvernement met en place une politique nationale de transport économique et non polluant, une stratégie rare sur le continent africain. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Une politique affichée depuis 2015 pour décongestionner le centre de la capitale. Le premier espace piéton vient d'être rénové. Pour les pistes cyclables, nous avons aujourd'hui couvert un réseau de plus ou moins 17 km à travers la ville. Les zones piétonnes comme celle-ci, nous comptons en faire. Déjà, nous avons dans le projet 2 que nous allons faire dans d'autres coins assez peuplés de la ville. Le Rwanda a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.